CNews, il est 8h16. Bienvenue à tous. Laurence Ferrari, vous recevez ce matin l'ancien ministre des Affaires étrangères, Hubert Védrine. Bonjour Hubert Védrine. Bonjour. Bienvenue dans la matinale de CNews. La bataille de Kiev a commencé. Des tirs de missiles russes ont frappé la capitale ukrainienne. Combien de temps le pouvoir ukrainien peut tenir en place? Ça, j'en sais rien. Je n'ai pas les éléments techniques, militaires de terrain. Ce que je sais, c'est que les dirigeants occidentaux s'attendaient, ils voulaient le dissuader, l'empêcher, mais ils s'attendaient à une opération à partir de l'est de l'Ukraine et peut-être dans l'ensemble du Donbass. Mais pas plus. Tout en parlant très fort, c'est tellement irrationnel, c'est tellement absurde que c'était pas l'hypothèse numéro 1, c'était l'hypothèse numéro 2 ou 3. Vous voyez, et même moi qui pense avec beaucoup d'autres que la politique occidentale était idiote par rapport à la Russie depuis 20-25 ans. On y reviendra absolument. Même là, on est dans un monde différent. Donc Poutine a fait un choix alors qu'il était sur le point d'obtenir, de redevenir le partenaire important des États-Unis. Donc là, il y a un choix, ce qui fait qu'on ne sait pas plus maintenant ce qu'il veut. Donc on peut pas dire, je ne peux pas dire sur ce qui va se passer dans les heures ni les jours qui viennent. Vous parlez de quelque chose d'irrationnel. C'est tout sauf Poutine être irrationnel. Il a forcément un plan dans la tête. Oui, je ne sais pas. Enfin, je pense que Poutine est le résultat exagéré, parce qu'il y a une dimension en effet personnelle, de rancœur, de souffrance, de vengeance, enfin, tout ça. Il est le résultat de la situation de la Russie après l'URSS. Bon, tout ça, ça a mijoté. Et les politiques occidentales n'ont pas traité le sujet. C'est ça que je veux dire. Même Kissinger, pas maintenant, mais il y a quelques années, il a dit on n'a fait aucun effort pour associer la Russie, pas l'URSS, la Russie, à la réorganisation de la sécurité en Europe. Alors tout ça a conduit au Poutine, mais c'est pas parce qu'on est co-responsable, comme le docteur Frankenstein du Poutine qu'on a créé, qu'il faut en tirer des excuses, une politique d'apaisement. Non. Le moment est à la fermeté. Vous voyez, à la dissuasion. Là, c'est le choix de Poutine. Alors, fermeté. Il nous a placés dans cette situation nouvelle. Fermeté et dissuasion, deux mots extrêmement importants que vous venez de prononcer. Fermeté, ce sont des sanctions, a priori des sanctions économiques qui n'ont pas fonctionné jusqu'à présent, qui n'ont pas empêché depuis 2014 Poutine de faire exactement ce qu'il voulait. Est-ce que c'est ça la fermeté des Occidentaux? Oui, parce qu'il s'est autonomisé le plus possible. Il faut qu'il y ait une réaction homogène, pas que de l'OTAN. Parce que le fait d'employer les moyens militaires comme il le fait sans aucun motif, en réalité dans une opération préméditée, même s'il avait eu une autre politique apparemment, ça concerne l'ensemble des pays du monde. Donc ça concerne les membres des Nations Unies, ça concerne le Conseil de sécurité, ça viole la charte des Nations Unies. C'est pas simplement l'OTAN, d'ailleurs l'Ukraine n'est pas dans l'OTAN, voyez. Donc j'espère que les dirigeants vont élargir, parce que même les Chinois n'ont pas approuvé vraiment. Oui, mais n'ont pas condamné non plus. Oui, ils ne font pas condamner, il y a une alliance. Mais ils ont dit qu'ils comprenaient. Mais ils condamnent le recours à la force pour modifier les frontières. Alors, il y a d'autres pays, peut-être l'Inde, d'autres pays. Donc, il faut absolument que ce ne soit pas une affaire que OTAN-Russie, parce que ça alimente le délire complotiste russe. Je sais bien, comme dit Woody Allen, que même les paranoïaques ont des ennemis, mais il ne faut pas alimenter ça. Il faut penser. Il y a Poutine, bien sûr, il faut maintenant le dissuader, l'exiger qu'il ressorte. Qu'en démilitarisant l'Ukraine, il commence par le faire lui, puis retirer son armée, mais après il faut parler aux Russes. Et c'est un autre élément, je suis convaincu que les Russes... Au peuple russe. Au peuple russe, voilà. C'est ça. Le peuple russe qui a manifesté en nombre hier à Moscou, à Saint-Pétersbourg, des centaines d'arrestations. Ça veut dire peut-être que l'opinion publique russe n'est pas favorable à cette intervention en Ukraine. Oui. Et je crois que même si les Russes, à mon avis, mais je pense qu'ils ont la même vision de l'histoire, y compris de l'Ukraine, que ce que Poutine a dit dans le long exposé était considéré comme complètement fou en Occident. Il pense que l'Ukraine est un foyer nazi, c'est ça? Oui, non, ça c'est autre chose. Il pense que c'est le berceau de la Russie, qu'on ne peut pas séparer les deux, qu'on n'aurait pas dû, etc. Mais il n'empêche que les Russes ne vont pas soutenir la guerre. Donc là, il y a un élément, en plus des sanctions. Par les sanctions économiques, elles vont être les plus dures qu'on ait jamais vues, mais c'est jamais total. Et puis la Russie s'est autonomisée, et puis il y a la Chine, etc., etc. Donc je pense qu'il faut préparer l'étape suivante, l'après-Poutine en quelque sorte, en parlant au peuple russe. C'est ce qu'a commencé à amorcer Emmanuel Macron cette nuit en prenant la parole, en disant il y aura des sanctions qui vont pénaliser le peuple russe, qui vont pénaliser aussi les peuples européens occidentaux, parce qu'il y aura évidemment des conséquences économiques. Il a raison de s'adresser comme ça au peuple russe. Bien sûr. De toute façon, il a tout à fait raison dans tout ce qu'il a fait, hein. Il a eu raison d'essayer, de dialoguer. La fermeté, le dialogue sont les deux aspects d'une même politique. Je rappelle que pendant la guerre froide,
la guerre froide, la vraie guerre froide. Hein, quand les Occidentaux avaient en face d'eux une Union soviétique beaucoup plus puissante, plus menaçante, surarmée, nucléaire, conventionnelle, assassinant beaucoup plus de gens en douce que le fait la Russie. Malgré cela, les grands présidents américains ont négocié avec cette URSS-là. Ils n'ont pas eu peur. Vous voyez ? Et il y a eu de grands accords de réduction, de limitation des armements qui étaient bons pour nous et on a gagné la guerre froide. Donc tout ce qui a été tenté par le président Macron dans les dernières semaines, et également par le chancelier allemand, d'ailleurs Scholz, avec l'accord de Biden, même si Biden avait un ton très très dur pour essayer de un peu calmer le Parti républicain, il a eu raison de tenter. Ce n'est pas un échec. Ça aurait été très critiquable de ne pas tenter. Et maintenant, il a raison de parler comme il le fait, fermement. Il a raison d'avoir employé cette formule par rapport aux sanctions qui, malheureusement, vont toucher le peuple russe, ce qui n'est pas le but. En fait, c'est le principe des sanctions. Elles appauvrissent toujours le peuple. Pas toujours. Il y a quelques cas où ça fonctionne, mais c'est très compliqué. C'est rare. Hein, les exemples rare. Où les sanctions économiques. Il y a 2-3 cas sur 50. Quand on pense à l'Iran ou au Cuba, on voit que ça n'a absolument pas fonctionné. Les Américains abusent par ailleurs, mais c'est pas une excuse pour ne rien faire. Hein. Des sanctions extraterritoriales, bien sûr. Il faut continuer à dialoguer avec Poutine, malgré ce qui se passe en Ukraine. Il faut maintenir. Donc il a eu raison de le rappeler. Il faut continuer. Vous parliez donc fermeté et dissuasion. Dissuasion, on pense à dissuasion nucléaire. Vladimir Poutine a tout de suite rappelé dans son discours de la nuit dernière que la Russie était une grande puissance nucléaire. Jean-Yves Le Drian a rappelé, lui, que l'OTAN était aussi une puissance nucléaire. Est-ce qu'on est à nouveau sur un face-à-face entre puissances nucléaires avec un chantage à la clé sur l'arme nucléaire ? Non, le nucléaire conduit à la dissuasion mutuelle. Donc, la limite. L'escalade. Pas de fantasme d'une guerre nucléaire à l'horizon. Non. Ce serait absolument hors de propos. Non. De toute façon, l'arme nucléaire est une arme de dissuasion. Ça montre qu'on ne peut pas aller au-delà d'une certaine limite. Non, on est sur un terrain plus classique que Poutine a choisi, à tort. C'est une erreur stratégique, historique pour les Russes. Donc il faudra commencer à penser à l'après-Poutine par rapport à ça. Et dans l'immédiat, il faut essayer de le bloquer, le faire reculer. Il faudra avoir comme revendication collective, encore pas que l'OTAN, l'ensemble des pays membres des Nations Unies, le rétablissement de la souveraineté de l'Ukraine. Et après, on pourra reparler quel est le statut de l'Ukraine, quelles sont les garanties de sécurité, quelle est l'autonomie que doit avoir la région Est. Mais c'est après, ça, c'est après. Tout ce qui aurait pu être rediscuté dans le cadre du groupe de Minsk, qui n'aimait pas trop les gens de Kiev d'ailleurs, mais enfin, Poutine encore moins, ça reviendra après. Mais après. Non, on n'est pas là, maintenant. Est-ce qu'il y a une marge de manœuvre à l'ONU Il y a des marges de manœuvre à l'ONU. Le Conseil de sécurité est verrouillé. C'est pas une marge de manœuvre, c'est un terrain. Par la Russie et son droit de veto. Oui, naturellement, ils ont le droit de veto. Ça n'empêche pas de poser des questions, de mettre des sujets à l'ordre du jour, d'en parler, de faire apparaître. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais s'il y avait un bloc de tous les membres permanents, sauf la Russie, et les membres non permanents pour condamner le recours à la force de la part de la Russie, ça serait bien. Si on arrivait à creuser la fissure, là, aggraver la fissure entre les Russes et les Chinois, qui n'ont pas approuvé totalement. Ils comprennent, mais ils ne sont pas pour le recours à la force pour changer les frontières, parce qu'ils pensent à eux, etc. Donc là, il y a un travail à faire, encore une fois, qui n'est pas otanien. D'accord. Et en aucun cas, l'Ukraine ne rentrera dans l'OTAN, ça c'est une chose actée. Ah oui, personne ne le voulait, sauf que c'était complètement idiot. Là, je rejoins ce que disaient Kissinger et Brzezinski depuis des années, en disant que c'était une provocation dangereuse, pas inutile, dangereuse, d'annoncer l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN, d'ailleurs sans le faire, en plus, alors qu'il aurait fallu imaginer, mais c'est pas le moment, là, à chaud, c'est même choquant de le redire maintenant, mais je le redis pour des raisons historiques, il fallait imaginer une neutralisation, une finlandisation positive, avec des garanties mutuelles. Mais Poutine a fait voler ça en éclats, donc c'est pas le sujet maintenant. Même chose pour une adhésion à l'Union européenne, hors de question aussi. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est de la posture, là, en pratique. Ça veut dire quoi, en vrai? Ça reviendra. Mais pas maintenant. Ça reviendra, mais il faudra corriger les erreurs que nous avons faites dans le passé. Encore une fois, ça n'excuse rien de Poutine aujourd'hui. Mais il y avait à un moment donné un accord d'association entre l'Ukraine et l'Union européenne, orienté par les Polonais à l'époque, dans un sens consistant à couper les relations économiques entre l'Ukraine et la Russie. C'était une autre idiotie occidentale des 20 dernières années. Mais ce n'est pas le sujet. Vous voyez, donc chaque fois que je rappelle des erreurs occidentales, c'est jamais pour excuser quoi que ce soit, c'est pour l'avoir en tête, pour penser à l'avenir. Alors il y a l'immédiat, mais il y a aussi l'avenir à moyen et long terme, qui est un avenir avec la Russie, un voisin auquel il faudra coexister.
Mais ça, c'est une pensée sur l'après-Poutine, en quelque sorte. Dans les années qui viennent. Dans ce livre que vous publiez, Une vision du monde aux éditions, un bouquin qui est admirable. Oui, en principe, je suis là pour ça. Absolument, et je suis ravie d'en parler, et ça tombe vraiment extrêmement bien. Vous dites qu'il faut une politique plus réaliste avec la Russie. Qu'est-ce que nous avons loupé ? En général. Oui, qu'est-ce que nous avons raté depuis 20 ans ? C'est une anthologie de mes textes. De vos 25 ans de... 25 ans, en gros. Et j'ai toujours défendu cette position, qui est une position gaulo-mitterrandienne. Hein. C'est à quoi pensait Mitterrand quand il avait lancé la Confédération, qui n'a pas marché, la Charte de Paris, que nous avions bâtie avec Gorbatchev, qui n'a pas fonctionné, mais avec les Américains aussi. Une position réaliste, ce sera toujours des voisins. Donc, il ne faut pas s'attendre à ce qu'ils deviennent des sortes de Scandinaves sociodémocrates. Hein. C'est des Russes, c'est différent. Bon, donc c'est ça le réalisme. Le réalisme, c'est jamais la complaisance. C'est l'inverse. C'est l'idée quand même que les Occidentaux ne comptent plus l'ensemble du monde. On ne va pas recoloniser le monde entier, évangéliser le monde entier. On n'a pas le droit de lomiser le monde entier. Il faut défendre nos intérêts, nos valeurs, nos convictions. Mais il faut coexister avec des mondes chinois, russes, etc. C'est ça le réalisme, c'est élémentaire. Hein. Enfin, tout le monde comprend ça, sauf les élites. Merci pour les élites. Est-ce que vous avez rencontré à plusieurs reprises Vladimir Mais ce n'est pas une attaque sur vous, personnellement. Du tout. Non, je ne me mettais pas dans l'élite. Non, parce que les élites sont missionnaires, c'est ça que je veux dire. Oui, bien sûr. Ils sont missionnaires, donc le réalisme, on s'investit ça d'une les mission. embête. Est-ce que vous avez rencontré Vladimir Poutine ? Est-ce qu'il a changé ? Non, mais c'est pas le même Poutine. Macron, qu'il a rencontré lorsqu'il a reçu à Brégançon, et l'a récemment dit, il a complètement changé, ce n'est plus le même homme. Oui, le président Macron, c'est un des meilleurs connaisseurs de Poutine aujourd'hui. Il a parlé des heures et des heures et des heures avec lui. Hein. Il a changé récemment. Le Poutine d'autrefois que j'ai connu quand il était jeune président et qu'il m'avait convoqué, j'étais à Moscou, pour voir mon collègue ministre Igor Ivanov. Et j'avais dit à l'Assemblée nationale que la guerre de Tchétchénie avait un caractère colonial. Il m'avait engueulé, enfin, il m'avait convoqué pour m'engueuler. Ça durait 10 minutes, mais comme j'ai répliqué insolemment, ça a duré 1h15. Mais à la fin, il m'avait dit « J'ai besoin de la France pour introduire l'état de droit en Russie ». L'état de droit en Russie. L'état de droit. C'est ce que vous dit Poutine à l'époque. Oui. Mais là, vous voyez, on est en 2001 à l'époque, quelque chose comme ça. Donc c'est complètement différent. Et d'ailleurs, Poutine avait dit il y a quelques années à Mme Merkel « Si j'avais voulu aller jusqu'à Kiev, je l'aurais déjà fait ». Il n'y avait aucune résistance en 2014. Vous voyez, c'est pas le même Poutine. Donc le président Macron a certainement raison, mais il le connaît mieux que personne maintenant. Parce qu'il a beaucoup plus parlé avec lui, même que Biden ou Scholz, ou Merkel. Et là, il a tout à fait raison de dire qu'il y a un changement. Quand ? Pourquoi ? Pandémie, 2 ans d'isolement ? Je ne sais pas. C'est curieux parce que Poutine était sur le point d'obtenir, d'être reconnu à nouveau comme l'interlocuteur principal par les États-Unis. C'était énorme ce qu'il n'était pas loin d'avoir obtenu. Alors il a pris l'autre option, c'est tout à fait étrange. Mais la Russie est marginale dans l'anthologie. Enfin, pas marginale, mais c'est un élément parmi... Qui gouverne le monde aujourd'hui ? Personne. Personne ? Il n'y a aucune puissance réellement... Non, il y a des puissances, mais il n'y a personne majoritaire. Globalement. Les États-Unis, je les avais appelés hyperpuissances, mais c'était à l'époque de Clinton, c'était avant le 11 septembre, avant plein de choses. Il y a, on va dire, quelques puissances installées, dont nous, depuis quelques siècles, qui cherchent à garder leurs acquis, et des puissances montantes, qui veulent imposer leur rôle, leur revanche, comme dans le sport, parfois se venger. Bon. Ça, c'est les puissances révisionnistes, comme est Poutine, un peu la Turquie aussi. Mais au total, sur les 200 pays des Nations Unies, il y a au maximum une quinzaine de puissances. Donc 2-3 puissances clés. Et tout ça se concentre en haut sur le grand bras de fer que l'on connaît entre les États-Unis et la Chine. Et on voit bien que Obama, puis Trump, puis Biden, totalement différents, quand même, ils veulent relever le défi chinois. C'est pour ça que les Américains sont très très embêtés d'avoir à gérer, par ailleurs, ce qui se passe en Europe. Justement, l'Europe, parlons-en, vous l'évoquez dans cette vision du monde. Est-ce qu'elle peut peser ? On parle beaucoup de cette Europe de la défense que certains rêvent construire. Elle n'existera jamais, elle s'appelle l'OTAN. Non, ça fait très longtemps que les propositions des présidents français, spécialement le président Macron, ne sont pas vraiment soutenues par les autres Européens parce qu'ils ont la trouille de lâcher la protection américaine. Même à l'époque de Trump, dont on pouvait douter, ils se sont dit il faut attendre la fin du cauchemar. Il ne faut pas prendre nos affaires en main, nous. Donc ils attendent ça, cette protection. Ça n'empêche pas d'essayer de développer quelque chose de complémentaire, mais en fait, ils ne soutiennent pas vraiment. Il faut prendre les choses sur le terrain plutôt technologique, vous voyez. Réduire les dépenses de ce que dit d'ailleurs. La guerre de la tech. Et également, c'est ce que dit le président également quand il parle de souveraineté européenne qui s'ajoute aux souverainetés nationales en leur donnant un contenu. C'est ce que fait Thierry Breton sur les questions de technologie. Donc là, il y a un chemin pour que les Européens deviennent progressivement moins dépendants. Parce qu'ils ont cru de façon un peu niaise à la mondialisation, l'américano-globalisation sympathique, le marché mondial.
Bon, on voit bien les limites de ça. La pandémie a quand même douché un peu tout le monde. Mais il faut reconstruire cette capacité d'autonomie. C'est un terrain moins piégé que la question de la défense. Donc on peut avancer sur ce terrain. Mais dans ce livre, comme ça s'étale sur 25 ans, évidemment, je ne dis pas la même chose tout le temps. J'accompagne aussi les événements. Et on voit l'évolution de vos pensées au fil de ce livre. La vision de ce monde, c'est un monde de chaos qui nous attend, Hubert Védrine, ou pas? Alors ma vision à moi, c'est une vision réaliste. Je pense que c'est plus vrai, je pense que c'est plus honnête que toutes les visions un peu chimériques, même quand elles sont sympathiques. Et la vision du monde d'aujourd'hui, c'est que ce n'est pas encore une communauté internationale. C'est un objectif. Ce n'est pas la réalité d'aujourd'hui. Donc il faut comprendre les rapports de force, les motivations, la façon dont les peuples ressentent les histoires. Quand je dis que les Russes doivent penser l'histoire de l'Ukraine un peu comme le dit Poutine, même quand ça nous choque, ça ne veut pas dire qu'ils ont raison. Mais le sujet n'est pas là. C'est comme quand vous regardez le Proche-Orient. Si vous mettez dans la tête d'un Israélien, vous n'avez pas la même vision du monde qu'un Palestinien. Vous voyez, il faut essayer de comprendre tout ça, parce qu'on ne va pas dominer. On ne va pas redominer tout. Donc on est obligé quand même de re-rentrer dans la perception, ce qu'on appelle dans le jargon moderne le narratif. Vous voyez. Merci beaucoup Hubert Védrine. Je conseille à nos téléspectateurs votre vision du monde aux éditions Bouquin qui vient de sortir et qui est passionnant. Merci beaucoup d'être venu ce matin Merci. sur CNews.